Tu n'es pas certaine. Bravo, par exemple, je te félicite parce que tu as utilisé un élément important. OK, montre-moi qu'est-ce que tu as ajouté. J'ai ajouté ici. OK, c'est qui ça, tout le monde? Elle a pris le nom de son père. Donkey Kong ne l'aimait pas, le nom Donkey Kong. Elle a changé à King. C'est bon. Continue. L'enseignement direct explicite, c'est surprenant, mais est très en vigueur de ce temps-là. Il y a tellement deux écoles de pensée dans l'enseignement, en pédagogie, celle de l'exploration guidée par l'enseignant ou l'exploration libre à un extrême, puis à l'autre extrême, l'enseignement très directif. On connaît tous l'enseignement direct. On en fait tous, l'enseignement magistral. Alors, on se questionne à savoir comment se fait-il que ça fasse un retour, parce que depuis longtemps, on nous dit ben l'enseignement, on serait mieux d'avoir des pédagogies actives plutôt que de l'enseignement direct. Mais l'enseignement direct explicite, c'est un cran plus que l'enseignement traditionnel magistral. C'est l'enseignement direct modifié. Il semble que alors là, il y a beaucoup de recherches à ce chapitre-là, qui nous dit que, surtout avec les enfants de milieux défavorisés ou les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, que les choses doivent être très claires pour eux, très explicites pour eux. Donc, qu'on doit procéder d'une façon très systématique, très ouverte, parce qu'autrement, très directe, parce qu'autrement, on passe à côté ou ils passent à côté. Ils ne captent pas les petits messages, les petits trucs. J'ai utilisé un feutre noir pour tracer mon poisson, pour qu'on puisse le voir comme il faut. Quand tu as tout fini, voici ma surprise. Donc, l'enseignement direct explicite, qu'est-ce que c'est? Au départ, c'est un choix judicieux d'attente et de contenu. C'est une présentation très systématique, très détaillée, avec, par exemple, une pensée, l'enseignant qui pense à voix haute. Je vais donner un exemple, la résolution de problèmes. Admettons que je veux enseigner le processus de résolution de problèmes à mes élèves. Je vais penser à voix haute puis dire, je vais leur présenter un problème, puis je vais faire comme si j'étais en train de régler le problème à voix haute, moi-même. Donc, je me parle dans ma tête, en fin de compte, mais à voix haute, pour que les élèves m'entendent. Quand tu as développé ton cadeau, tu as ouvert ta boîte, on a un développement. Vous pouvez entendre coquille, des fois, c'est ce qui forme le prisme. Une fois qu'il est défait, il est ouvert, on voit toutes les figures géométriques qui forment le prisme. Je modèle pas à pas le comportement souhaité, la stratégie, l'habileté, la compétence. Et ensuite de ça, je fais une pratique dirigée. La pratique dirigée, et c'est là qui est l'étape qui distingue l'enseignement direct explicite de l'enseignement traditionnel. C'est que tout de suite, l'enfant met en pratique et on circule beaucoup, on s'assure que c'est bien fait, qu'il n'y a pas d'erreur qui s'insinue dans sa démarche. On peut faire ça en faisant travailler les élèves 2 à 2 ou en circulant puis en s'assurant que chacun le fasse bien. Le travail 2 à 2 va très bien, ou par exemple, un élève le fait à voix haute en expliquant ce qu'il est en train de faire à l'autre, et ensuite l'autre fait la même chose. Alors à ce moment-là, c'est très efficace parce que l'enfant parle, il apprend en parlant, il retient mieux en parlant. Et nous, ça nous donne la chance de circuler et d'observer plusieurs élèves à la fois. Et en faisant ça, les élèves peuvent se corriger l'un l'autre. La dyade d'élèves peut se corriger l'un l'autre. Et comme j'ai dit, l'important à cette étape-là, c'est qu'il n'y ait pas d'erreur qui s'infiltre dans la démarche. Dernière étape, quand on est certain que l'élève a bien compris qu'il le fait bien, il fait la pratique autonome. Mais encore là, la pratique seule, soit en classe, terminant devoir, mais encore là, toujours avec l'importance du feedback immédiat pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur
qui s'infiltre dans sa démarche. Alors, c'est un enseignement magistral enrichi d'une pratique très, très suivie et avant ça, d'un modelage très, très explicite des étapes de ce qu'on a à faire pour comprendre, pour réussir la stratégie ou la démarche. OK? Mets-les sur ton pupitre. Super. Oui, continue. Oui. Ou non, mets-les sur ton pupitre pour que tu puisses l'utiliser si tu veux t'y référer. Je ne crois pas qu'il faille recourir à l'enseignement direct explicite d'une façon continue. C'est exigeant pour l'élève, c'est exigeant pour l'enseignant. Ça laisse peu de place à la créativité, à mon avis, puis à le désir d'exploration de l'élève. Donc, c'est important d'avoir recours à différentes stratégies. Je réserverai cet enseignement-là pour des concepts complexes, centraux, ou pour des procédures, des processus, des algorithmes, encore une fois, qui sont de base dans les matières. Et je ne vous parle pas du vol. Pourquoi je mettrai plus de détails dans mon texte? Parce que, par exemple, si tu dis je vais en vacances à France. Il manque juste un élément pour te rendre ta phrase plus complète. Qui veut aider Rebecca? La leçon qu'on a observée, c'était une stratégie d'enseignement en écriture. Ce que j'ai fait il y a quelques semaines, on a retravaillé les stratégies de préécriture, c'est-à-dire qu'on a fait le remue-ménage, on a fait le plan, puis je l'ai fait sous forme de personnages parce que les enfants aiment beaucoup les personnages, c'est plus facile, ça leur donne des images dans la tête et tout ça. Donc, on a parlé de l'inventeur, lui qui fait la tempête d'idées. Ensuite, on a l'architecte qui fait le plan selon le style d'écrit qu'on fait. Et ensuite, on avait le menuisier qui construit le texte, puis qui révise ensuite. Alors, les élèves aujourd'hui étaient rendus là. Après qu'on ait fait un remue-ménage, on a structuré notre plan. Et ensuite, ils ont fait leur brouillon. On est rendu à l'étape de réviser pour améliorer. C'est souvent cette étape-là que les enfants ont plus de difficultés. J'avais remarqué dans leur texte que les phrases étaient toujours soit très courtes ou très longues, mais qui manquaient de précision. Alors, d'où vient l'idée de cette stratégie? Que la phrase soit plus complète et pour qu'on le comprenne mieux. Excellent, bravo. Tu as bien compris. Julie, moi, ajouter 3. Est-ce que tu pensais que c'était plus important dans ton histoire? Est-ce qu'elle est plus précise? Parce qu'ici, on dit les 3 veulent jouer à la tag. Bien, avec le programme de littératie qui est prôné à travers les écoles du conseil scolaire ou à travers la province même, il parlait beaucoup de l'enseignement explicite. Parce qu'on prend pour acquis que les élèves savent écrire, mais dans le fond, ils ont besoin d'une structure pour pouvoir les rendre. Puis comme on est dans un milieu minoritaire, bien, les enfants n'ont pas toujours le vocabulaire, ils n'ont pas toujours... C'est pas naturel chez eux de bâtir des histoires étoffées. Alors, en les modélisant, c'est beaucoup plus facile. Ils ont un modèle. Pour les élèves plus en difficulté, bien, ils ont ça en tête. Pour ceux qui ont de la facilité, bien, c'est seulement plus un guide qu'autre chose, mais c'est surtout pour les enfants en difficulté. La moitié de ma roulette est verte. Puis là, si je continue avec les autres morceaux, l'autre moitié. Madame Julie enseigne un nouveau concept aujourd'hui qui est relié à la probabilité, les concepts reliés à la probabilité, et elle s'y prend d'une façon très, très systématique en parcourant les étapes de l'enseignement direct explicite. Dans un premier temps, elle explique très clairement. Elle commence par faire un lien avec le vécu des élèves, alors leur expérience de jeu avec le dé, avec
la roulette, le hasard. Et à mesure, on voit qu'elle introduit le vocabulaire qui accompagne les concepts et qu'elle insiste sur ce vocabulaire-là. Elle explique à l'aide de plusieurs exemples. Elle fait découvrir les concepts, en fin de compte, aux élèves à l'aide de cercles contenant des secteurs, toujours en insistant sur le vocabulaire. Elle procède d'une façon très, très systématique, très graduelle. Elle parle à un rythme assez lent, où elle s'assure que tous suivent, tous comprennent. Et à l'aide de plusieurs exemples, elle développe son argumentation, disons, ou sa conceptualisation. Donc, les élèves se trouvent à comprendre le quoi, le comment, le pourquoi. Alors, tous les éléments qui sont importants d'illustrer dans cette étape-là. Et ensuite, elle modélise systématiquement ce qu'elle veut. Alors, l'élève doit, à partir d'un cercle, déterminer quelles sont les chances que l'aiguille tombe sur tel élément, tel secteur, et elle fait une réponse au tableau avec eux, et c'est ce qu'on appelle la pratique guidée. Alors, on voit très bien la pratique guidée, et ensuite, elle passe à la pratique autonome, où chaque élève, dans son cahier, doit faire un exercice où il répond en utilisant la même phrase qui est encore au tableau. Quand tu écris comme une personne est là, sauf Quel son tu entends? comme S-E. OK. Oui, ça c'est son, mais si je dis E, quel son tu entends? Qu'est-ce que fait le son E? U, puis prend un X à la fin. OK? Oui. Les élèves, on prend pour acquis, on leur dit, tu fais ça parce que tu fais ça, mais je voulais qu'ils comprennent pourquoi ils la font, cette stratégie-là. Qu'est-ce que c'est, pourquoi on la fait, comment on la fait et quand on la fait. Alors, c'est pour ça qu'ils traînent cette feuille-là dans leur boîte à outils et quand on travaille la stratégie, on leur dit, qu'est-ce que c'est enrichir le texte, puis ils peuvent aller se relire, puis qu'ils les font dans leurs mots. Ça va être beaucoup plus facile qu'ils se comprennent que les mots de l'enseignant. Sa mère ne pouvait pas trouver un nom pour lui, alors elle a pris le nom de son père, mais elle n'aimait pas le nom... Attends. Elle a pris... De ne pas refuser des réponses, même les plus farfelues. C'est... Même si c'est une bêtise, on peut toujours le ramener en leur disant « Oh, tu es certain de ça? Ah, est-ce que tu pourrais pas me dire ça dans d'autres mots et tout ça? » Je pense que c'est important d'écouter ce que les élèves ont à dire. Puis ça revient encore à l'histoire de comment l'élève se sent dans la salle de classe. S'il est heureux en salle de classe, que l'enseignant prend le temps de l'écouter, il va être heureux de faire le travail. Il va être heureux de venir chaque matin à l'école. Et ils peuvent, à ce moment-là, donner leur 100% d'eux-mêmes, puis apprendre.